Cette chose, c'est qu'on vit sur une sphère, donc qui est un corps en 3 dimensions, qui est un corps bien fini. La Terre est tellement finie qu'on en parle sans arrêt maintenant. Parce que dans un espace fini, on ne peut pas y mettre des personnes sans s'arrêter. Donc il y a une limite. Et puis on ne peut pas exploiter cette surface sans s'arrêter non plus. Donc on est bien maintenant confronté à un double problème, celui de la surpopulation et celui de la surexploitation de la planète. Mais à l'inverse, lorsqu'on se déplace sur cette sphère, on est dans un espace infini. C'est-à-dire qu'on est dans un espace où il n'y a pas de bord. Vous pouvez partir, vous promener, et puis vous allez marcher, et puis vous vous arrêterez jamais, vous ne trouverez jamais le bord de cette surface. À la limite, par hasard, vous passerez peut-être par là où vous êtes parti, mais vous pourrez toujours continuer. On est donc dans un espace fini qui n'a pas de bord, et qui nécessite justement de pouvoir en prendre la mesure. Et c'est à ça que je pensais. Et on voit que cette mesure, elle est vraiment importante parce qu'elle couvre à la fois ce problème-là, d'un espace qui paraît infini, et d'un corps qui lui-même est limité. Et je sais qu'on en parle à l'heure actuelle. Voilà, moi j'ai assez parlé, ça sera mon intervention sur le sujet. Et je vais laisser la parole à celui qui démarre, Michel, et après Gaudi, et puis après on passera aux questions. Ça marche? Oui. Alors, bonsoir. Le thème de la soirée, c'est la mesure du monde. Alors, je vais d'abord parler de mesure, mais la mesure, c'est indispensable, parce que c'est ce qui permet de caractériser un objet. Le terme objet étant pris dans son sens le plus large. Et puis c'est aussi nécessaire, lorsqu'on veut connaître les conséquences d'une action ou d'un phénomène naturel. Alors, Gaudi me dit, je suis représenté, comme c'était inscrit ici, j'ai été pendant une trentaine d'années enseignant en génie mécanique à l'école d'ingénieurs de Saint-Étienne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le génie mécanique? Ceux qui ne sont pas familiers de la chose. Le génie mécanique, c'est la conception, la production d'objets du domaine de la mécanique. Par exemple, dans le domaine de la mécanique, ça parle de la micromécanique, l'horlogerie, les choses comme ceci. Ça passe par l'automobile, par l'électroménager, par les navires, l'aéronautique, etc. Donc, ça couvre un domaine extrêmement vaste. Et lorsque un ingénieur ou un technicien de la mécanique conçoit un objet, pour que cet objet rende les services qu'il doit rendre, eh bien, on ne peut jouer que sur 2 domaines. Le premier, c'est en quoi on va faire cet objet. Et le deuxième, c'est quelle géométrie on va donner à cet objet. Alors, je passerai sur le domaine de en quoi il fait l'objet, c'est du domaine des matériaux, c'est pas quelque chose qui nous intéresse aujourd'hui. Mais dans la mécanique, on imagine tout de suite d'abord les matériaux métalliques. Mais ça peut être aussi des matériaux minéraux, comme par exemple de la céramique, ça peut être des matériaux même végétaux, pourquoi pas, du charbon, ça peut être même des matériaux d'origine animale, du cuir, etc. Ou des matériaux, bien sûr, d'origine synthétique, comme des polymères. Alors, donc, maintenant, je vais m'intéresser plutôt au deuxième domaine, ce qui a fait que j'ai été amené à m'occuper de mesures. Quelle est la caractéristique géométrique des objets? Alors, c'est leur forme, leur dimension, et donc ça amène à, d'une part, fixer des valeurs à ces formes et à ces dimensions, à les respecter, et naturellement, à vérifier qu'elles ont bien été respectées. Donc, c'est comme ça que j'ai été amené à m'intéresser à la métrologie, et puis en plus, on m'a affecté le laboratoire de métrologie dimensionnelle, donc contraint et forcé, mais même intéressé. Eh bien, je me suis intéressé à ce domaine. Alors, une mesure, qu'est-ce que c'est? Toutes les grandeurs physiques sont mesurables. C'est comparer
une grandeur physique. Donc, ce qui m'intéressait, c'était plutôt des dimensions, à une autre grandeur physique, un étalon. Alors l'étalon, ben évidemment, c'est ce qui va nous servir à caractériser l'objet. Qu'est-ce qu'on veut faire du résultat de la mesure? Ça peut être quelque chose de très personnel. Je ne veux pas faire un historique complet, parce que d'abord, je n'ai pas préparé ça, mais de tout temps, les individus ont été amenés à faire des mesures. Par exemple, l'agriculteur, il veut savoir combien de temps il va mettre pour moissonner son champ. C'est pour ça que, par exemple, on parlait à l'époque de journée. C'était combien de jours il fallait à un homme pour moissonner telle surface, etc. Mais si on veut utiliser les résultats de la mesure de façon contractuelle, naturellement dans tout ce qui est commerce, eh bien il faut que l'étalon que l'on utilise soit commun à tous les individus qui sont concernés. Et alors si on prend par exemple en France, jusque dans les années, jusqu'à approximativement la Révolution française, puisque ça va être le début de notre histoire, il existait à peu près, et même plus sans doute, mais on a recensé 700 étalons différents de mesures dimensionnelles. C'était des pieds, c'était généralement associé à des paramètres physiques. C'était les doigts, les pieds, les mains, etc. Alors évidemment, le roi, il souhaitait que ce soit son pied qui soit choisi. Par exemple, Charlemagne voulait imposer le pied de Charlemagne comme unité de longueur. Alors si on se rappelle que la mère de Charlemagne, c'était Berthaud Grand-Pied, on ne sait pas très bien ce qui valait ce pied. Donc quand on voulait comparer, problème. Et le problème était tellement grand que, si vous vous souvenez un petit peu de l'histoire de France, lorsqu'il y a eu les débuts, les prémices de la Révolution, Louis XVI a eu la bonne idée de d'abord réunir les États généraux et puis de lancer ce qu'on appelait les cahiers de doléances, qui est revenu un peu à la mode ces derniers temps. Et si on relit les cahiers de doléances, on s'aperçoit qu'une demande qui revenait systématiquement, c'était la création d'un système des poids et mesures qui soit universel et commun à tous les partenaires des opérations commerciales. Et donc, c'est à ce moment-là, à la création à l'apparition de la Révolution, lorsque les États généraux ont été transformés en assemblée constituante, que cette assemblée a décidé de la création d'un système des poids et mesures. Alors on s'est d'abord intéressé à la longueur, le mètre. Alors ça s'est appelé le mètre. Ça vient, je crois, du grec métron, qui veut dire mesure. On appelait ça le mètre. Et il a fallu choisir une valeur pour ce mètre étalon qui soit commune, je dirais, à tout le monde, qu'elle soit universelle. C'était ambitieux à l'époque, mais c'était le terme qui était utilisé. Alors, plein de gens se sont intéressés à ça. Si on regarde, alors il y a eu des politiques, Talleyrand, l'abbé Grégoire, Condorcet, et puis il y a eu des scientifiques, on retrouve Monge, on retrouve Laplace, on retrouve tous ces amis, Lavoisier, enfin tous les scientifiques de l'époque. Et ils ont commencé par hésiter, discuter entre deux possibilités. Soit la longueur du pendule qui bat la seconde. Alors, si vous vous rappelez un petit peu que l'équation du pendule avait été établie par Galilée et que la fréquence d'oscillation d'un pendule dépend de la longueur du pendule. Et puis, la deuxième hypothèse, c'était à partir de la mesure du méridien terrestre. Donc, on proposait la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre. Alors, il y a eu des discussions très nombreuses là-dessus, et finalement, on s'est rabattu sur la mesure du méridien terrestre, pour une raison bien simple, c'est que déjà à l'époque, on savait que
l'oscillation du pendule était aussi fonction de G de l'accélération de l'absorbeur, et qu'elle n'était pas constante tout le long du globe. Donc, ça posait un petit problème. Et puis il y avait un deuxième problème, c'est que la fréquence d'oscillation dépendait du temps. Donc il fallait être capable de mesurer le temps avec suffisamment de précision, de rigueur, pour pouvoir donner un autre état. Donc j'ai choisi la mesure de méridien terrestre de découper en 10 minutes. Et voilà pourquoi on avait intitulé la soirée d'aujourd'hui la mesure du monde. Alors je ne sais pas si je vais insister encore, donc on peut rappeler que cette mesure a été faite. Alors il y a eu un grand nombre de mesures du méridien terrestre, puisque l'histoire nous dit qu'en 250 avant Jésus-Christ, un dénommé Rapostène avait déjà estimé, mesuré même, on peut le dire, la longueur du méridien terrestre avec une précision qui est quand même surprenante. Mais la mesure qui a été choisie pour définir la longueur du mètre a été réalisée par deux scientifiques français, Delambre et Méchat, entre Dunkerque et Barcelone. Alors c'est une opération qui a été très longue parce qu'il y avait des guerres à ce moment-là, il y avait la révolution, il y avait aussi des problèmes de climatique, donc c'était très très long. Et finalement, on est arrivé à définir la longueur du mètre comme étalon universel. Alors je ne vais pas insister plus, je vais laisser la parole à mon collègue et ami Gaouti. Et puis après, si vous voulez, je répondrai aux questions si je peux. Bonsoir, donc, je ne me connaisse pas, je m'appelle Gaouti Constadi. Je suis enseignant-chercheur à l'École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne, à Nice, depuis près de 30 ans aussi, donc ça fait quand même quelques temps. Et dans nos soirées sciences et philosophie, ce soir j'ai pris la casquette philo, même si je n'en suis pas un. Donc je suis plutôt un physicien de formation. Et professionnellement, j'ai eu deux grandes chances. La première grande chance que j'ai eue, c'est de faire de la recherche expérimentale. Alors généralement, ceux qui font de la recherche expérimentale, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de faire de la recherche théorique. Mais bon, j'ai fait de la recherche expérimentale dans des domaines de physique fondamentale. Alors pourquoi c'était intéressant? Parce que généralement, la physique fondamentale, à la différence de ce qu'a expliqué mon collègue des sciences appliquées, on se fiche à peu près complètement de l'application éventuelle des découvertes. Je m'explique. Savoir comment l'univers s'expand, savoir quelles sont les vitesses de rotation d'une galaxie, ne va sans doute pas changer la vie des gens. Donc l'intérêt de ce type de science, c'est qu'on s'intéresse véritablement aux grandes questions de l'univers. Et paradoxalement, pour accéder à ces grandes questions, on est obligé de faire des expériences qui, elles, sont extrêmement concrètes. C'est tout le paradoxe. On voit par exemple la physique des particules. Si vous avez la chance de visiter le CERN, vous avez des expériences qui sont gigantesques. Quand je dis gigantesques, c'est que certaines expériences sont plus grandes que la grande nef de Notre-Dame de Paris. Et ça pour essayer de détecter des objets qui sont plus petits que l'atome. Donc, quelque part, il y a ce paradoxe, on accède à l'inaccessible en faisant des mesures avec des expériences qui, elles, sont accessibles. Et c'est un peu tout l'intérêt de cette recherche expérimentale dans des domaines de physique fondamentale. Et la deuxième chance que j'ai eue, c'est d'être enseignant. Alors, comme je dis souvent, on a 3 grandes périodes quand on est enseignant. Alors, en tout cas, c'était mon cas. Je pense que tous les enseignants n'ont pas forcément vécu ça. Mais je pense que c'est assez reproductible.
quand on est jeune enseignant, on enseigne comme on a appris. C'est-à-dire qu'on répète ce que nos profs nous ont dit. En gros, on est des clones. Ensuite, deuxième étape, alors là on est assez content, on enseigne comme on a compris. Alors là c'est déjà une grande étape parce on a commencé à comprendre des trucs et alors à ce moment-là on s'est dit tiens je vais pouvoir les enseigner. Et la dernière étape, enfin, celle que je pense commencer à pratiquer, c'est on enseigne en fonction des questions qu'on s'est posées. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là on se dit tiens ça je ne m'étais pas forcément posé la question et c'est un sujet intéressant et je vais peut-être essayer de faire passer ça aux étudiants. Donc j'ai eu deux grandes chances, faire de la physique expérimentale et d'être enseignant. Et donc, comme je suis dans la phase où je commence à me questionner un peu, et que j'ai fait de la physique expérimentale, en physique expérimentale, on fait de la mesure. Alors quand on commence à faire un peu de mesure et de physique expérimentale, on a deux grands classiques, hein, que je vous invite à lire, c'est Karl Popper et Gaston Bachelard, qui ont posé un peu les bases de la philosophie des sciences et de la philosophie de l'expérimentation. Et puis, une fois qu'on a passé un peu cette étape, on se dit, tiens, je commence à me poser des questions. Pourquoi je mesure et qu'est-ce que je mesure? Et finalement, suite à ces questions, et puis le fait que on se dit, tiens, on va parler de ça dans une soirée, donc j'ai commencé à lire des trucs. Alors il y a des collègues qui m'envoient des trucs qui me permettent d'apprendre des tas de choses. Et finalement, ça m'a évoqué trois concepts, trois rapports à la mesure que je vais essayer de partager avec vous. Premier rapport, c'est le rapport à l'objet. J'appellerais plus conceptuellement le rapport au réel. Si on fait une mesure, on mesure généralement quelque chose. Donc il y a un objet. Et on part du principe que cet objet existe. Sinon, on ne peut pas mesurer quelque chose. Donc conceptuellement, on n'imagine pas qu'il existe. Donc il y a premièrement un rapport à l'objet. Dans la mesure, il y a un rapport à l'objet. Dans la mesure, il y a un deuxième rapport, c'est un rapport à l'échange. Mais l'échange au sens commerce. L'échange au sens échange entre humains. Comme mon collègue l'a dit fort bien, vous imaginez acheter, vous êtes un Romain, vous achetez 20 amphores, et puis il y a certains qui vous vendent des amphores qui font 2 mètres de haut, et d'autres qui font des amphores qui font 20 cm de haut. Ce n'est pas la même quantité de vin que vous allez obtenir. Donc, il y a une notion de nécessité de mettre en place des choses communes pour pouvoir échanger entre nous. Et donc, la mesure a participé à cette chose commune que souvent on appelle des étalons. Et puis enfin, il y a le rapport à la représentation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit quand on fait une mesure? Alors les mathématiciens nous disent, ça je l'ai lu aussi, que c'est une application entre un ensemble, qui représente peut-être des objets, et l'ensemble des nombres. Donc il y a une relation, une application entre l'objet et les nombres. Et cette application, c'est ça que les mathématiciens appellent la mesure. Si par exemple je vous dis que le Mont Blanc est à plus de 4500 mètres, tous ici, quand on parle de 4500 mètres, on n'imagine pas que c'est la distance au moment où on part d'une certaine ville jusqu'au sommet. On n'imagine pas non plus que c'est la largeur du Mont Blanc. On dit simplement le Mont Blanc fait 4500, plus de 4800. En réalité, on s'imagine une verticale, donc un puits, qui va jusqu'au niveau de la mer. Donc quelque chose qui n'existe pas, mais qu'on se crée intellectuellement, donc c'est une représentation symbolique qui nous dit la hauteur est. Donc, à partir du moment où vous faites cette application, vous faites
vous exprimez que l'altitude du Mont Blanc est 4800 km, eh bien, vous avez créé un mécanisme symbolique qui crée une verticale, qui imagine le niveau de la mer, qui imagine le sommet, qui imagine ce puits et qui imagine cette mesure. Et tout ça, on l'a fait dans notre tête, sans avoir besoin de le fabriquer, de le faire. Et on sait bien que ce n'est pas 4500 ou 4800 mètres du téléphérique, ce n'est pas la longueur du téléphérique qui nous amène là-haut. Donc, vous voyez qu'il y a la représentation, et donc pour moi la mesure, dans ces trois aspects, l'objet, l'échange, parce qu'il nous faut des étalons communs, et enfin la représentation. Et pour finir cette introduction, parce que ce n'est qu'une introduction, j'ai retrouvé dans les Protagoras de Platon une citation qui parle de cette mesure et qui dit « L'homme est la mesure de toutes choses, celles qui sont du fait qu'elles sont, de celles qui ne sont pas du fait qu'elles ne sont pas. » Platon, c'est déjà pas tout nouveau. Voilà, je pense que ça permet d'introduire un peu le sujet et puis de laisser nos esprits se développer sur le concept de mesure. Les questions, David, bien sûr. Non, c'est juste il y a un terme qu'on a j'ai pas entendu, c'est référentiel. Parce qu'en fait, la mesure, ce que je comprends pas, c'est que si on n'a pas de référentiel, la mesure n'a pas de sens. Je veux dire, si on prend le temps, il faut un référentiel pour mesurer un temps, puisque le temps il est propre à chacun. Si on se déplace ou si on est à côté d'une masse, c'est plus le même, donc il y a un référentiel. Hein. C'est pour ça, en fait, le fait de la hauteur de la montagne, le référentiel, c'est le bord de la mer. Mais oui, si un astronaute se déplace, évidemment, son référentiel, le temps, ne sera pas le même que celui qui est sur Terre. Enfin, voilà, donc je comprends pas pourquoi il n'y a pas le terme de référentiel qui me paraît complètement... la première chose, par rapport à une mesure, c'est déjà définir un référentiel. Et à partir de là, on fait une mesure. Parce que si on se dit, voilà, dans un satellite, il y a une horloge, oui, c'est pas la même chose. Il me semble que le référentiel, c'est la première chose. Quel est le référentiel? Et à partir de là, on va faire la mesure. C'est le terme de référentiel que j'ai pas entendu prononcer. Alors le terme de référentiel, non, je ne l'ai pas prononcé. Il y a plein de termes liés à la mesure que j'ai pas prononcé. On pourrait aussi parler du terme d'incertitude. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont propres à la mesure que j'ai pas évoquées. Le référentiel dépend de ce que vous voulez connaître. Parce que c'est vrai, est-ce que l'altitude du Mont Blanc, alors est-ce qu'on la mesure de la surface de la mer, pas partout la mer? Est-ce qu'on la mesure du centre de la Terre? Est-ce qu'on la mesure, je ne sais pas, oui, il faut préciser. Ça dépend de ce que l'on veut connaître. Le référentiel est lié à la connaissance que l'on veut avoir. Je pense que David, en fait, faisait référence à, parce qu'il a parlé de temps et de la proximité d'une masse. C'est une question qui est en fait différente. Mais les référentiels, c'est que lorsque on mesure le temps sur quelque chose qui se déplace très très vite, on va avoir une déformation apparente de l'écoulement du temps. Et si on est à proximité d'une masse très importante, on aura une déformation réelle de l'écoulement du temps. Ce sont des choses qui ont trait à la relativité restreinte et à la relativité générale. Mais en fait, ce n'est pas vraiment l'objet d'aujourd'hui. Parce que effectivement, il y a des histoires de mesure, mais c'est quand même très différent. Et peut-être qu'aujourd'hui, on va se cantonner à la physique classique. Moi, ce qui m'a frappé en réfléchissant un petit peu avec Gaudi à cette idée de mesure, et je reprendrai l'idée de David aussi,
c'est que ces référents, ou ces référentiels, je ne sais pas comment il faut dire, les deux à la fois sans doute, qui ont quand même quelque chose à voir avec une expérience du réel et une expérience de l'homme du réel, ont été brutalement par la physique moderne, je trouve complètement, se sont complètement, comment dire, exportés hors de notre expérience du réel. J'ai pensé à quelque chose qui maintenant ne dit pas grand-chose pour nous, parce qu'on parlait, et c'est pas Gauti qui a signalé que les mesures, non c'est Michel, les premières mesures qu'on a pu prendre, d'abord je signale qu'au départ, mesure ça veut dire simplement repère. C'est pas mathématique, c'est simplement un repère, et puis après, bon, on mathématise la mesure, ça c'est autre chose. Mais au départ, ces mesures ont un rapport avec notre expérience de la vie et notre expérience des choses et des objets, effectivement. On a parlé du pied, de la coudée, de l'aune. Je disais à Gauti, il y avait par exemple une mesure qui s'appelle la bicheraie, c'est-à-dire la quantité de champs qu'on pouvait semer avec un bichet, par exemple, avec des choses comme ça. Puis, petit à petit, ces choses ont pris quelque chose, sont devenues plus abstraites, quelque part. Et maintenant, on a un tel degré d'abstraction que ça dépasse notre entendement et notre représentation. Je vais parler de l'année-lumière. Qu'est-ce que ça représente, une année-lumière, comme mesure pour le commun des mortels? Moi, c'est quelque chose qui me semble être une espèce de mesure hors de la mesure, à la limite. D'accord? Tu vois ce que je veux dire, Gauti? Et puis une autre, alors là, c'est pas une réflexion, mais c'est une question. Je me suis demandé si tout était mesurable. Et quand on parle de mesure, on parle on suppose que ce que l'on va mesurer est quelque chose de fixe. On prenait peut-être ce que disait Jacques, quelque chose de fixe, de repérable à un moment T. Et quand on parle des quantas, comment ça se passe, par exemple? Voilà. Des quantas. Alors, de mon point de vue, c'est purement personnel, le problème de la mesure n'est pas un problème de référentiel. Le problème de la mesure est un problème d'étalon, donc c'est une convention commune, un étalonnage, parce que 1 mètre, même si on change la dimension de l'espace, reste 1 mètre par convention. Donc à un moment donné, la mesure n'a de sens que si on peut exprimer la même chose en tant que humain au même moment. Donc 1 mètre est défini comme ça. 1 kilo, 1 seconde, c'est défini comme ça. C'est un problème d'étalon et pas un problème, enfin il me semble, c'est pas un problème de référentiel. Parce que quand on dit un référentiel, c'est toujours par rapport à un zéro. On n'a pas besoin de ça. Une longueur, 1 mètre, c'est 1 mètre. On n'a pas besoin de définir une origine. De la même manière, 1 seconde, c'est 1 seconde, même dans 1000 ans. Ça n'a pas besoin de définir une origine. Donc, quelque part, on n'a pas besoin de référentiel pour définir une mesure, parce qu'une mesure est forcément convenue. C'est-à-dire qu'on parle tous de la même chose à condition d'avoir tous la même convention. Sinon, la mesure ne sert à rien parce que, justement, elle ne doit pas dépendre d'un référentiel. Alors après, il y a le concept de perception, c'est ce que j'appelais la représentation. L'année-lumière, paradoxalement, quand on fait de l'astronomie, c'est même plutôt petit. Voilà, on se dit, c'est toujours pareil, c'est un terme de convention. Au départ, on n'avait pas utilisé l'année-lumière, on avait utilisé le parsec. C'est-à-dire que c'était quelque chose qu'on pouvait mesurer. Donc on était dans les deux, alors tu me corrigeras si je dis une erreur, on était dans les deux extrêmes de notre orbite, été hiver. On pointe une étoile, et on voit qu'elle est pas tout à fait dans le même angle, avec une mesure de 1 seconde d'arc.
Une seconde d'arc, ça représente environ 4,3 années-lumière de distance. C'est ça? C'est pas ça? C'est pas une seconde d'arc? Non, en fait, je suis d'accord par l'interlude, mais en fait, la définition qu'il donne, c'est celle du parsec. Oui, c'est ce que je viens de Et dire. le parsec fait 3,26 années-lumière, et en fait, l'année-lumière n'a aucun rapport. Non, mais je dis simplement qu'au départ, on est parti sur le parsec. Oui. Voilà. Et on a fait une mesure parce que c'était mesurable, parce que quelque part, on pointait une étoile, et on voyait qu'il y avait un écart d'angle entre deux positions. On appelle la triangulation. Et donc, au départ, l'année-lumière n'est apparue que lorsqu'on a commencé à faire des mesures de la vitesse de la lumière. Et on a trouvé que c'était pratique pour des longues distances. Et surtout, c'est un autre côté pratique, c'est que ça ne dépend pas du référentiel. Donc, c'est une vraie constante au sens du physicien. Mais quelque part, c'est toujours la même chose, on cherche des étalons de mesure. Et les étalons sont toujours des conventions qui n'ont pas nécessité d'avoir des référentiels. C'est 1 mètre est défini comme 1 mètre, même si l'espace il est contracté. C'est que la seconde, c'est la seconde, c'est l'intervalle qui aura entre et ça reste, et c'est comme ça qu'on peut faire un échange. Parce que si on enlève le rapport à l'échange, et une mesure ne prend plus aucun sens. Là, chacun, si on a tous des amphores de taille différente, on ne peut pas expliquer que je veux 20 amphores de vin, on n'aura pas la même quantité. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'étalons, mais on n'a pas besoin de référentiel. C'est bon, tu es. 22, c'est trop. Alors, je sais pas. Oui, j'allais parler d'origine, et tu dis qu'il n'y a pas besoin d'origine. Mais quand même, quand on veut compter, à un moment donné, il faut commencer quelque part. Et quand Jean a présenté le monde en disant qu'on pouvait marcher et qu'il y avait une mesure infinie, moi je ne suis pas d'accord. On peut marcher indéfiniment. Mais à un moment donné, on ne compte rien, on ne mesure pas, on avance. Voilà. Et puis même une seconde, pour moi, c'est un intervalle, mais il y a forcément un début et une fin. Et c'est ce milieu. Mais quand on compare les choses et qu'il n'y a pas d'origine pour les comparer, on ne les compare pas bien. Voilà. Donc pour moi, l'idée d'origine, ça me trottait dans la tête depuis le début, ça me paraît très important. Et même pour faire un intervalle, tu mesures une durée pour un début, pour une fin. Une distance. Une distance pour un début, pour une fin. Et souvent, les enfants, quand ils apprennent à mesurer, ils mettent, quelles que soient les choses qu'ils veulent mesurer, ils les mettent côte à côte, mais ils ne pensent pas forcément à mettre la même origine. Et donc, ce qui fait que, moi, si je monte sur la table, je vais être plus grande que tout le monde. Mais c'est pas vrai. Voilà. Mais donc, c'est peut-être pas la même notion d'origine. Oui, parce qu'on a tendance, parce que c'est ce qu'on apprend quand on est à la petite école. Je me rappelle encore de certains cours qu'avaient nos gamins, donc ça me parle assez bien. Quand on parle d'une longueur, on parle d'un intervalle. Donc si on parle d'intervalle, on imagine qu'il y a un début, il y a une fin. Mais il y a une comparaison entre deux positions. Mais en fait, une comparaison entre deux positions ne veut pas dire qu'il y a une origine et une fin. Ça veut dire que c'est une comparaison entre deux positions. Il n'y a pas besoin d'avoir un début, si ce n'est un début de convention. Là, oui. Par exemple, les points kilométriques, on a fixé le 0 des kilomètres en France sur le parvis de Notre-Dame. Bon, c'est une convention parce qu'on avait, entre guillemets, besoin de définir qu'avec un seul chiffre. Le problème, il est là. Or là, on a parlé de mesurer. Mesurer, c'est une longueur. On mesure directement l'intervalle. On ne mesure jamais dans l'absolu. Donc, dès l'instant où on mesure un intervalle, on n'a plus besoin d'une origine. On mesure une différence entre deux positions. Tu m'as perdu. Pardon. Mesure la table. Comment on fait pour mesurer la table? Eh bien, oui. Alors, oui, bien sûr. Ben, je prends une règle qui est étalonnée par rapport à 1 mètre. Oui, et tu la mets où? Et je la mets
et je mesure un intervalle. Oui, mais tu mets le 0 où? Oui, mais c'est la première d'origine. Non, mais le zéro n'a pas de sens au sens de l'intervalle. C'est-à-dire que tu peux très bien mettre la règle pas au 0, tu peux la mettre à 15 cm du bord, et puis tu vas mesurer une différence. Et ta table fera la différence, quelle que soit l'origine de ta règle. D'ailleurs, parfois, on est dans des positions qui font que on ne peut pas mesurer à partir du 0 de la règle graduée, et donc on va mesurer une différence. Oui, mais il y a toujours une origine. Non, on mesure une différence. On n'a pas besoin d'origine. Moi, je suis comme toi parce que c'est le mot origine. Oui, c'est ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui. C'est pas origine. Mais en tout cas, il y a bien une limite. C'est mieux? Les deux extrémités. Pardon. Il y a une limite si c'est pas une origine. Là, il faut que ce soit pour le temps. Le temps, c'est très très bien le temps. Mais si on n'avait pas justement des conventions pour le temps, où on fait commencer quelque chose quelque part, comment tu compterais les intervalles? Entre deux extrémités, c'est tout. Moi, je pense que Cette extrémité. la mesure, effectivement, est indépendante de l'origine. Alors, je vais prendre un exemple très, très pratique. Je ne sais pas qui utilisait des machines de mesure telles qu'on les utilise industriellement, mais c'est des machines qui ne savent compter qu'un espace, c'est-à-dire une distance entre deux positions. Et quand la première chose que l'on fait lorsque l'on met la machine en haut, on fait ce qu'on appelle un zéro, c'est-à-dire on fixe un zéro qui est tout à fait arbitraire, mais il pourrait être n'importe où, et ça n'empêche pas de faire des mesures qui se font par différence entre différents points. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est trop spécialisé et peut-être trop pratique, mais effectivement, on mesure des espaces de temps, des espaces de température, on mesure des espaces de longueur, mais si par exemple je vais d'ici à Rive de Gier tout à l'heure, eh bien il y a, je crois qu'il doit y avoir une vingtaine de kilomètres, j'en sais rien, mais cet espace-là, il est de 20 km, il n'est pas par rapport justement au point zéro, eh ben, il n'a rien à voir avec cette origine. Le point zéro de l'esplanade de Notre-Dame de Paris, en fait, c'est même pas un point zéro, c'est l'origine des routes nationales. Bon, d'accord, point kilométrique zéro, voilà. Mais c'est arbitraire, hein, vous pourrez très bien le mettre ici. Hein. Moi, je suis contente quand on dit on fixe un zéro de manière arbitraire. On fixe un zéro. Et quand tu as donné l'exemple, tu as dit, allez, par exemple, on va dire d'ici à, oui. Tu as fixé ce que moi j'appelle. Ah ben oui, mais ça dépend de la mesure. L'espace entre les deux points est toujours le même, quelle que soit l'origine que je prendrais. Mais si à un moment donné, il n'y avait pas une définition de ce qui borne l'espace, s'il n'y avait pas une définition ou une convention de ce qui borne l'espace, eh bien, il n'y aurait pas d'espace. Et on ferait le tour de la Terre sans s'arrêter. À un moment donné, il faut borner et mesurer l'espace. Non, parce que si tu fais le tour de la Terre, tu peux mesurer ton trajet, et il peut être infini. Voilà. Maintenant, si tu fais comme de Lambré Méchin, la mesure du méridien entre Dunkerque et Barcelone, eh ben, tu mesures là une certaine longueur, et après tu l'appliques à la longueur de la Terre, tu le divises par 48, et puis tu vas le mettre. Mais c'est indépendant de la mesure. L'origine, puisque par exemple, Delambre, lui, est parti de Dunkerque, Méchin est parti de Barcelone, ils se sont retrouvés à Rodez, ils n'avaient pas la même origine, ils ont additionné le tout et ils sont arrivés à un bon résultat. Oui, mais à un moment donné, il y a des conventions qui fixent. Pratiquement, oui, il faut. Qui fixent où ça commence et où ça s'arrête l'espace. Forcément. Moi, j'ai un peu l'impression que vous parlez là de différentes conceptions physiques du monde. On est tous dans la conception de Newton, là. Et à l'heure actuelle, la physique est allée bien au-delà, ne serait-ce que dans les mesures sur la Terre, puisque la Terre est ronde, et que toute... oui, Paul, oui. Et que toute mesure qu'on nous projette sur un plan sont fausses. Enfin, sont fausses, il faut les adapter. Le gros travail de Cantor. Et
et projeter une distance d'une sphère sur une surface plate, sur une carte, déjà ça pose de gros problèmes. Donc, ah ben c'est impossible. Ben oui, c'est impossible. Oui, mais ça n'empêche pas que si je me déplace sur la Terre qui est une sphère, je vais parcourir une longueur. Alors c'est vrai comme on n'est pas dans la géométrie effectivement euclidienne, on est dans la géométrie sphérique, ce qu'on a l'habitude d'utiliser en géométrie euclidienne, par exemple, que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, voilà. C'est plus vrai que deux lignes parallèles paraissant parallèles ne se rejoignent pas, c'est pas forcément vrai. Donc, mais on n'est plus dans la même géométrie. Mais les longueurs, si on mesure des longueurs, elles sont toujours les mêmes. Les angles, si on mesure des angles, ils sont toujours les mêmes. Mais c'est après, c'est l'application. Alors c'est vrai que il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a expliqué que entre, je sais pas, alors j'ai oublié un petit peu, mais entre une cathédrale dans le Pays de Galles et une autre construction religieuse en Italie, si on traçait une ligne, ben on s'apercevait qu'on traversait, qu'on passait par un grand nombre de sites religieux qui étaient tous associés au même saint. Le problème, c'est qu'on trace cette ligne justement sur un plan, et que si on trace la ligne effectivement sur la sphère, ben c'est pas du tout vrai. Alors, à propos de la mesure du méridien, enfin, et de la mesure de la circonférence de la Terre, donc l'expérience d'Ératosthène dont je vais parler, d'Érudit, j'ai lu que, ou je peux dire en parler, bon, peu importe, j'ai lu que c'était quelque chose qui était complètement improbable. Des scientifiques prétendent que ça n'est pas possible, que de toute façon, à Alexandrie et même à Midi, etc., il y avait une ombre, que c'était pas possible qu'il ait mesuré l'arc qui était fait avec son chameau parce que ceci, parce que cela. Alors moi, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Alors moi, ce que j'en pense, c'est que, comme on dit, quand la légende est plus belle que la réalité, ben, il faut prendre la légende. Alors, moi, j'étais pas là quand il l'a fait, mais l'histoire me plaît beaucoup, donc je la retiens. Il y a quand même un fait, c'est ce que vous avez dit, c'est qu'on est arrivé à une mesure qui s'est faite comment, j'en sais rien, à quel moment, on ne sait pas non plus. Mais qui est à peu près bonne. À peu près bonne. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Oui. Donc il y a bien quelqu'un qui l'a fait. Et comment il l'a fait? Avec les moyens de l'époque, effectivement, on mesurait les distances, soit en mesurant les pas d'un pneumatiste ou d'un chameau. Ça, c'est pas très clair. Hein. Il y a plusieurs idées. Il y en a qui disent que c'était le chameau. Il y en a d'autres qui disent qu'il y avait des guerriers qui étaient spécialistes, qui étaient les plaques. Puis il y en a même qui disent que c'était des esclaves, on leur attachait des chaînes pour qu'ils... Bon, mais quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui l'a fait. Alors est-ce que c'est Eratosthène? Mais comme je dis, moi, l'histoire me plaît bien, donc je la garde. Mais enfin, physiquement, est-ce que l'expérience qu'elle est rapportée tient? Oui, et c'est très facile. Elle tient. Oui, moi j'ai vu une mesure d'angle et longueur, c'est tout. Oui. Elle tient. Ça m'a semblé tenir, mais moi je ne suis pas mathématicienne ni physicienne. C'est vraiment extrêmement facile, hein. Ça nécessite juste de mesurer un angle et une longueur, c'est tout. Et d'avoir un chameau. Non, pas forcément. Un chameau. Ça doit marcher avec un chien aussi. Le génie de la mesure d'Eratosthène, c'est la méthode. Finalement, on se fiche éperdument de la précision avec laquelle il l'a fait. Il a posé simplement les bases de... Première chose, il s'est dit, pour que ça marche, il faut que j'ai un modèle où la Terre est ronde. Sinon, ça ne marche pas. Et c'est ça qui est intéressant, en réalité. C'est de se dire que, en mesurant l'ombre, mais même d'un poteau,
si la Terre n'est pas ronde, le résultat ne va pas être le même. Et c'est ça qui est intéressant dans le concept, c'est la méthode qui, une fois qu'après, comment on l'applique et si on le fait bien ou mal, ça c'est le problème de l'expérimentateur, c'est-à-dire le physicien expérimentateur comme j'étais, qui mesure plus ou moins bien parce qu'il a plus ou moins de moyens, ou qu'il est plus ou moins dégourdi, ou qu'il n'arrive pas à régler correctement ses instruments. Bon, ok. Mais le génie, c'est dans le principe de la mesure, c'est de dire, ah voilà, je pars d'un modèle, parce que quelque part, toujours, il y a un problème de représentation, il y aura donc un problème de modélisation. On modélise d'abord et on fait une mesure ensuite. Si on va dans l'autre sens, on peut trouver tout ce qu'on veut. C'est ça la problématique, c'est qu'il faut modéliser avant, c'est-à-dire trouver la méthode, et ensuite, qu'il y ait des gens qui s'acharnent à améliorer la précision de la chose, tant mieux, c'est leur boulot. Mais une fois qu'on a la méthode, on a la clé. Moi j'aime bien le slogan de comment il s'appelle, Archimède. Je pense que c'est le premier slogan de la physique. Donnez-moi un levier, je soulèverai le monde. Alors il y a plusieurs, je soulèverai la montagne, je soulèverai le truc, je soulèverai la terre, je soulèverai... Peu importe. On se fiche en fait du détail. Ce qu'il dit, c'est que, alors moi souvent, mes étudiants, c'est l'expérience que je fais, je prends monsieur et madame Cro-Magnon qui se baladent en forêt, il y a la foudre qui frappe, c'est le coup de foudre comme on dit, et il y a un arbre qui tombe. Alors, pour ne pas faire de sexisme, mais je le fais quand même, parce que sinon ça explique moins bien, l'arbre tombe sur madame. C'est évident. Non, mais c'est injuste, je le comprends. Mais sinon l'explication a moins de valeur. Le film est moins intéressant. Donc, monsieur Cro-Magnon, parce que justement, c'est monsieur Cro-Magnon, il dit à madame Cro-Magnon, pas de souci, je vais enlever l'arbre. Donc, de ces muscles puissants de monsieur Cro-Magnon, il essaie de soulever l'arbre. Bon, le truc, il fait 80 cm de diamètre, bon, il ne bouge pas. Et là, il se dit, bon, je vais prendre une branche et je vais essayer de pousser. Alors, c'est marrant parce que même les enfants le font. Donc, visiblement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément... Et donc, il essaye et il force et la branche casse. Donc, il en prend une un peu plus costaud. Et il force, parce que c'est monsieur Cro-Magnon, tout l'intérêt, hein, voilà. Il force, et la branche casse de nouveau. Il fait un troisième essai avec une branche encore plus grande, il prend un levier un peu meilleur, il force, la branche casse de nouveau. 3 expériences, 3 échecs, le résultat est fait, il se casse. Parce qu'il ne peut pas supporter de voir madame Cro-Magnon souffrir si longtemps. Non, il se casse, comme la branche. Et donc, je lui dis, c'est ça la différence entre un raisonnement empirique, je fais l'expérience, plusieurs reprises, je tombe sur le même résultat, et j'en déduis quelque chose, eu égard au résultat que j'ai eu. Et puis, il y a le raisonnement d'Archimède qui dit, mais moi, aujourd'hui, j'ai peut-être pas la branche qui permet de déplacer l'arbre. Je ne sais peut-être pas la construire parce qu'on voit un truc que je n'arriverai pas. Mais je vous garantis que parce que je sais modéliser le concept, si j'avais la moyen de faire le levier qu'il faut, votre arbre, je le soulève. Et vous voyez qu'il y a une énorme étape entre le concept de je procède à une expérience, j'échoue et j'en déduis la conséquence, et le slogan d'Archimède qui dit mais moi, même le monde entier, je le soulève. Il suffit, donnez-moi le levier. Il ne dit pas je le fabriquerai. Hein. Le point d'appui. Oui, mais ça revient au même. Ça revient au même. Je soulèverai le monde.
ça veut dire qu'il est capable de modéliser et donc de calculer le levier qu'il faudrait, même s'il est incapable de le fabriquer. Et c'est toute la différence qu'il y a entre la démarche, je dirais, conceptuelle, mais méthodologique, et la démarche purement empirique. Gaudi, ce que tu viens d'expliquer, c'est très important en physique, c'est l'expérience de pensée. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de réaliser l'expérience, il suffit de la conceptualiser et de l'expliquer et de la prouver. Et heureusement, parce qu'il y a certaines expériences qu'on aurait du mal à réaliser. Oui, surtout si Madame Cro-Magnon, elle meurt à chaque fois. Je pense que si c'était Oui. Madame Cro-Magnon qui avait survécu, et si Monsieur Cro-Magnon avait reçu là, elle n'aurait peut-être pas eu besoin de 3 essais. Et ouais, elle aurait pris un levier. C'est parti tout de suite. Alors, effectivement, je n'ai pas imaginé que le modèle était genré. Oui, mais là, maintenant, on peut le faire. Mais ça me fait penser à quelque chose par rapport à. Alors, parce que beaucoup le restant, c'est aussi, on peut ne pas croire qu'on trouve le pivot, ou dire on n'y arrivera jamais. Ça me fait penser à Einstein, qui en fait bien dit que les ondes gravitationnelles, oui, existent, donc on n'arrivera jamais à les détecter. Il me semble bien qu'il ne lui croyait pas en disant de toute façon, c'est tellement faible qu'on n'y arrivera jamais. Et la prouesse est exceptionnelle, puisque maintenant, on les a eu plusieurs fois, on a fait plusieurs détections. Donc, mais mine de rien, on peut aussi dire qu'en fait, ce pivot-là, je veux dire, de toute façon, la mesure, elle est tellement, c'est inhumain, et Einstein était un d'eux qui ne croyait absolument pas que l'homme, un jour, allait détecter des ondes gravitationnelles. La mesure, pour lui, était totalement impossible. Oui, mais malgré tout, c'est ça sa grande force, il croyait au modèle et croyait en l'existence. Il disait, c'est dommage qu'il pensait que les humains ne pourraient pas l'expérimenter. Mais jamais il a mis en doute, enfin, il n'a pas mis en doute le modèle. Il a dit, moi, le modèle, j'y crois. Je trouve simplement dommage, expérimentalement, ce sera tellement difficile. C'est vrai, hein, il faut reconnaître. Mais moi, je suis un petit peu, en tant qu'expérimentateur, je suis toujours étonné que certains, malgré tout, aient essayé de faire cette mesure. Parce qu'effectivement, elle était absolument indécente d'imaginer qu'ils seraient capables de le faire. Mais ils se sont dit, banco, je vais essayer. Et d'ailleurs, ils ont eu un prix Nobel, non pas parce qu'ils ont réussi, enfin si, parce qu'ils ont réussi, mais surtout parce qu'ils ont eu le courage de se dire, on va quand même y arriver. Alors que celui qui a imaginé le concept, tout est même de notre capacité d'y parvenir. Mais quelque part, ça montre bien la prédominance du modèle sur l'expérimentation. C'est que l'expérimentation, ça demande des moyens techniques, des moyens financiers. Virgo, l'instrument, ça vaut à peu près, je crois, 3 ou 4 à 380 l'expérience. Pour donner un ordre d'idée en mesuré. De la même manière, là, je suis super content parce que vous imaginez quelqu'un qui a fait de l'astronomie, de l'astrophysique, le lancement du télescope spatial, le James Webb. Alors bon, on touche encore du bois parce que pour l'instant, on a su que le lancer sans le casser. On est déjà super content de l'avoir lancé sans le casser, mais on ne sait pas s'il va marcher. Mais quand on s'imagine que ça fait 30 ans qu'on a commencé à penser à ce télescope, techniquement, on ne savait pas faire. Et pourtant, on s'est dit, tiens, on va le faire, on va essayer. Et c'est ça qui, je trouve, est assez enthousiasmant. Mais c'est pas, je pense que c'est pas du tout contradictoire au concept de modélisation de certaines personnes qui ont réussi à imaginer. Moi, je vais être beaucoup plus terre à terre. Moi, je pensais à l'influence historique et politique sur la mesure.
On m'a appris, moi, que la Révolution française avait fait un système universel. Alors, quand j'achète des pneus, c'est en pouces, je crois. Quand je vais sur un bateau, on me dit je fais des milles. Si je vais en avion, on me dit je suis à tant de pieds d'altitude. Un imprimeur emploie 6 euros, non pas le centimètre. Je sais pas, moi, le chasseur, il fait du 12. Le 12, c'est le 12e de la livre anglaise de planche, comme ça. Donc on arrive quand même à un moment où l'universalité, je trouve, c'est un peu particulière. Voilà. Il y a aussi une autre mesure qui est influente, c'est la monnaie. Elle aussi est censée mesurer quelque chose. Donc voilà, c'est des petites questions que j'ai en tête, et je trouve que ça serait assez facile et intéressant d'en parler. Oui, on va parler d'abord du système universel. Alors il existe et il est clair pour 7 grandeurs fondamentales et des sous-grandeurs. Ces grandeurs, c'est la longueur, c'est la durée, la seconde, donc la longueur le mètre, la durée la seconde, c'est la température Kelvin, c'est la masse, et puis il y a la quantité de lumière, l'intensité électrique, et l'autre c'est la quantité de matière. Voilà, c'est les 7 unités de base qui sont dans un système qu'on appelle le système international et dans lequel la plupart des pays ont collaboré. À ma connaissance, il en reste 3 qui ne font pas partie du système métrique. C'est le Libéria, les États-Unis et la Birmanie. Et alors, tous les autres pays adhèrent au système métrique. Et donc, oui, normalement, en théorie, mais sont tenus de l'utiliser. Et il y a un exemple qui est quand même assez parlant. C'est une sonde américaine qui est en 1999. Et bien, c'est complètement cassé la figure. Pourquoi? Parce que les Américains avaient gardé leurs mesures en pouces, en machin, en je ne sais trop quoi. Et les autres partenaires, puisque c'est une coopération internationale, avaient gardé le système métrique. Et ça n'a pas fonctionné. Donc on ne comprend pas pourquoi les Américains refusent d'adhérer au système métrique. Je pense, moi, qu'ils seront obligés de le faire. Alors par contre, il reste les Anglais. Mais les Anglais, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont anglais. C'est-à-dire qu'ils adhèrent au système métrique, mais ils l'utilisent. Bon. Ceci dit, industriellement, ils l'utilisent quand même. En aéronautique, le seul pays au monde où les altitudes et les niveaux de vol sont en mètres, c'est la Russie. Tous les autres pays du monde, France y compris, c'est en pied. Et c'est un vrai problème dès que les gens survolent l'URSS, parce qu'à l'époque, c'est l'URSS qui avait mis en application. Mais dès qu'un pilote arrive sur la Russie, c'est un vrai problème. Il faut se mettre dans les unités de mesure normale. C'est très marrant de voir que, effectivement, les Britanniques ont une espèce d'aversion à faire comme tout le monde. On a un genre australien, comme tout le monde le sait, et au début où nous le connaissions, il est grand, et on lui demandait sa taille, et il nous répondait en pieds, en pouces, parce qu'il ne savait pas sa taille en mètres. Pourtant, il est très francophone, il parle très très bien français, il a vécu un peu en France, etc. Et j'ai un souvenir aussi en Angleterre, à Londres. Nous étions avec des étudiants et nous avions un bus assez haut avec le double deck, comment ça dit, le machin, un truc, bon, très haut. Et on était censé entrer dans un parking qui était, paraît-il, prévu pour une certaine taille. Mais on arrive à l'entrée du parking et le chauffeur s'arrête médusé parce que c'était des mesures qui ne correspondaient absolument pas au mètre. Donc, et il fallait qu'on commence par prendre notre table, notre babasse, là, pour calculer combien de temps de pouces et tant de pieds ça faisait pour les mettre, si ça passait ou pas. C'est quand même extraordinaire, ça. Alors, quand on parle d'universalité, ce que disait tout à l'heure à propos de la Révolution, en fait, quand elle parlait d'universalité, ne pensait pas à la Terre entière, mais pensait à la France d'abord, hein, avant tout, et à l'Europe. Parce que ça ne devait pas, dans leur tête, dépasser beaucoup de l'Europe, en fait.
Mais la mesure effectivement universelle, même encore des années après, ça n'existe pas. Tout à l'heure, je parlais de la France, c'est en France qu'il y a des pneus en pouce. Pour ce qui est des États-Unis, il y a une anecdote qui est faillie être catastrophique. Ils sont passés au système métrique pour des volumes. Il y a eu le cas suivant, un avion qui est tombé en panne d'essence, en panne de fuel en altitude, parce que le gars, la pompe était mise en litre, le gars était toujours dans la tête des galons, et ça faisait quand même près de 5 fois moins. Donc Boeing 747 était tombé en panne sèche aux États-Unis. Non, mais ça, c'est une réalité, mais tous ces exemples-là montrent que quand même un système universel, ça serait bien pratique. Oui, mais on retombe sur le même problème. Le système universel n'a pas de sens dans la mesure où la mesure est un fait de convention. Donc forcément, si c'est une convention, ça ne marche que si les gens s'entendent. Mais si une convention où les gens ne s'entendent pas, par définition, ça ne devient pas une convention. Donc à un moment donné, oui, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que ça démontre, s'il en était besoin, que la mesure qui a besoin d'étalons et donc de conventions n'a de sens que parce qu'il y a des échanges et qu'il y a une mise en commun. S'il n'y a pas cette mise en commun, le concept même de mesure perd son sens au sens que nous avons essayé d'aborder aujourd'hui. À ce moment-là, il faut trouver autre chose. Mais dès l'instant où on définit... Parce qu'une longueur existe indépendamment de la métrique. Donc on n'a pas besoin du mètre pour dire que cette table a une certaine longueur. Donc on n'a pas besoin de ça, donc en termes de représentation on n'en a pas besoin, sauf qu'en termes d'échange, si on enlève la métrique, on n'échange plus. Et tes pneus, c'est ça le problème. Je sais, j'ai eu les premiers pneus métriques qui se faisaient en France, c'est Michelin qui faisait ça, sur la génération des TRX. Et le jour où j'ai crevé, eh bien j'ai dû changer mes 4 jambes parce que les pneus étaient tellement hors de prix, j'avais acheté la voiture avec les pneus, que finalement j'ai choisi de passer au régime standard. Mais on voit bien que la mesure est indépendante de l'objet mesuré. L'objet a si on imagine cette table, elle a une longueur qui est la sienne et qui ne dépend pas de la mesure qu'on va faire de cette longueur. Enfin, on le croit, en tout cas. Alors, moi je suis incapable d'en parler, mais je sais que j'adore entendre Jacques en parler, c'est quand il me parle du chat de Schrödinger, et quand en mesurant, en fait, on modifie la mesure, si j'ai bien compris, mais je ne suis pas capable d'en mesurer. Alors en fait c'est un autre sujet, et le chat de Schrödinger, il y a deux choses. Il y a le chat de Schrödinger et il y a la mesure en mécanique quantique, mais c'est vraiment un autre sujet. Par contre, c'est intéressant ce que disait Gauti, parce que il ne faut pas confondre le système métrique et la métrique. Alors, il a tout à fait raison dans ce qu'il a dit, mais quelque chose d'amusant, c'est que pour faire une mesure, on ne s'en rend pas compte, mais on adopte toujours ce qu'on appelle une métrique. Et la métrique, c'est une notion mathématique. Ça veut dire qu'on fait une mesure sur un espace qui peut être déformé. Et en fait, vous n'allez pas, quand vous êtes, là par exemple, entre la bouteille et le verre, je vais mesurer la longueur, la distance, et je vais évidemment tout naturellement prendre le chemin le plus court, c'est une ligne droite. Mais quand vous êtes sur un espace courbé, vous avez une grande multiplicité de chemins possibles pour prendre la mesure. Et si vous êtes intelligent, et en fait on ne s'en rend pas compte, mais on le fait de manière intuitive, voilà, eh bien on prend ce qu'on appelle la ligne droite, mais en fait sur un espace courbé, c'est pas une ligne droite, ça porte un autre nom mathématique, un géodésique, et sans se rendre compte, on adopte la manière de mesurer la distance à l'espace qui est considéré.
Et il arrive que dans certains problèmes comme ceux qu'évoquait tout à l'heure David, ça soit très compliqué parce qu'à ce moment-là, on fait des mesures non pas dans l'espace ou dans le temps, mais dans ce qu'on appelle l'espace-temps. Et mine de rien, le problème de la musique, là, il prend un aspect très compliqué à cause des mathématiques qu'il y a derrière. Et donc, quand vous faites de la cosmologie, avant de faire une mesure, vous êtes obligé de définir une métrique, c'est-à-dire quelque chose qui vous permettra de vous adapter à la forme de l'espace sur lequel vous faites la mesure. Ça me fait penser à quelque chose aussi, parce que comme ça, mais c'est plus simple, c'est qu'en fait, on a une représentation par rapport à une mesure. Tout le monde achète un écran d'ordinateur, on va acheter un 15 pouces, un 17 pouces, un 24 pouces, un 27 pouces. Et si on lit un centimètre, on est un peu mauvais. Et en fait, c'est vrai qu'on est vraiment, c'est une habitude. Pourquoi les gens se plaignent pas? Pourquoi on faudra arrêter? Pourquoi cette mesure? En plus, on mesure la diagonale. Si je mets la base la plus grande, c'est toujours la diagonale. Alors en plus, on a un problème de topologie, donc c'est la diagonale, ce n'est pas la base, et en plus, c'est toujours en pouces, c'est pas en centimètres ou en millimètres. Donc il y a ça. Et c'est vrai qu'il y a aussi, tu disais, c'est la même chose. Alors, je vais dire des choses très simples. Par exemple, en photographie, bon, c'est un domaine que les gens connaissent bien. Si on fait une photo avec une focale, bon, tout le monde sait, ben voilà, on va faire une focale, on prend un 4 mm, c'est un grand angle. Mais si on fait de la photographie sous-marine, on est dans de l'eau, 1,10, 1,33, c'est plus la même chose. Et c'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire qu'en fait, cette mesure-là, on a une représentation de cette mesure, mais effectivement, c'est lié, et là, on est dans des choses bien plus simples que la relativité restreinte générale. Juste, on plonge dans l'eau, et ben, en fait, un photographe sous-marin, il n'aura pas la même interprétation, effectivement, parce que, voilà, il est plongé dans un indice différent. Donc, c'est ça aussi, en fait, c'est la représentation d'une mesure, de ce que l'on a des mesures. Voilà, c'est ça. C'est, en fait, on lie une mesure à une sensation ou à quelque chose. C'est ça qui est assez amusant et qui peut être changé. Tu dis d'une manière différente ce que moi j'essayais de vous faire toucher du doigt au début, c'est qu'on vit tous dans un monde fini, plat, dans notre tête, et que pour en sortir, il faut vraiment faire un effort, alors que la majorité des cas sont des cas différents, et qu'il faut faire volontairement la démarche pour passer dans un système où l'espace et le temps sont entremêlés, et ainsi de suite. Alors, je n'en parle pas de mécanique quantique, bien sûr, puisque, comme disait Aïcha, ça se complique. Ce qui est très étonnant aussi, c'est l'appréhension qu'on a des distances. Je me souviens de périples qu'on a fait dans le désert d'Atacama, notamment avec Jacques. Donc un désert où il n'y avait vraiment rien, ni âme qui vive, ni point de repère. Et en fait, on s'amusait à mesurer des distances grâce à notre avancée avec la voiture. Donc on surveillait le compteur de la voiture. Et en fait, parfois, on avait l'impression que certains arbres trop loin étaient relativement proches, quelques kilomètres, et on se rendait compte que parfois ils étaient à 20 kilomètres. C'est très très étonnant de se rendre compte à quel point effectivement les distances peuvent être faussées, en tout cas l'intuition qu'on en a quand on est dans un univers qu'on n'a pas l'habitude d'appréhender. Voilà, c'était juste une petite remarque. Moi, je voudrais dire, sur une expérience que j'ai de la mesure, la mienne en météorologie, je peux vous dire que le nombre de paramètres qui influencent les mesures même au niveau de la Terre, les variations de gravitation, les variations de pression, les variations de mesure, les variations de tension d'eau, font que vraiment on vit dans un espace qu'on a simplifié à l'extrême dans notre tête et que les mesures les plus simples à la surface de la Terre, qu'elles soient de température ou autres, sont des mesures extrêmement compliquées qui mettent en jeu beaucoup de paramètres, chose que j'ai vécue toute ma vie. Et aussi pour rebondir sur ce que disait Aïcha, sans s'en rendre compte, quand on fait des mesures, des estimations dans notre tête de distance sur Terre, on utilise des choses qu'on connaît tous les jours sans s'en rendre compte, le fait qu'on sait ce qu'est un arbre, ce qu'est une maison, on a l'habitude de voir l'horizon à une certaine distance. Mais si vous regardez par exemple les images qui ont été prises par les astronautes qui allaient sur la Lune entre 69 et 72, eh bien vous comprenez qu'ils étaient paumés, ils n'avaient pas de repère de distance,
vous n'avez ni arbre, ni maison, ni véhicule, ni quoi que ce soit qui vous donne une échelle de grandeur, et en plus, la Lune étant plus petite que la Terre, l'horizon est beaucoup plus proche. Eh bien, nous, déjà, en regardant les photos, on se trompe complètement, et vous imaginez, eux qui étaient sur place, en plus, quand il n'y avait pas de champ magnétique, ils n'avaient pas la possibilité d'utiliser une boussole, donc en fait, ça explique aussi pourquoi ils ne s'éloignaient jamais vraiment beaucoup de leur module lunaire, parce qu'avec leur petit jeep, ils pouvaient aller loin, mais il fallait quand même ne pas se perdre, parce qu'après, il y avait un risque mortel. Dans cette mesure, en fait, le problème, c'est la précision de cette mesure. Parce qu'on n'a pas parlé de précision. C'est toujours l'étalon, en fait, parce que le poids, par exemple, le kilo, est-ce qu'il est toujours encore défini? Il est défini comment, le kilo? Parce qu'on sait, la seconde, on l'a défini, on a la constance de la lumière, c'est ça, on est au courant, mais est-ce qu'il y a encore des étalons qui posent problème? On en est où, par exemple, le kilo? Il est défini comment? Il me semble que, justement, il y a une masse, qui s'appelle un kilo, mais on n'a pas encore physiquement défini, voilà, ce que c'était défini, est-ce que maintenant il est défini complètement? Est-ce que tous les étalons sont définis? Et puis, les étalons qui sont maintenant en 2022, dans 5, 10, 15 ans, est-ce qu'on va être obligé d'échanger d'étalons? Est-ce que c'est lié, en fait, avec une certaine précision, où on verra que ces étalons ils sont plus suffisants, donc en fait, perpétuellement, les étalons vont s'améliorer à l'infini. Alors, l'étalon a toujours la même valeur. Ce dont tu parles, c'est l'accès que l'on a à cette grandeur étalon. Alors, le kilo, oui, c'était le bon problème. Jusqu'en 2018, il était défini par ce qu'on appelait le grand corps, c'est-à-dire un cylindre de platine payé qui était et qui faisait 1 kilo, c'est-à-dire la masse d'un litre d'eau à une certaine température, etc. Et puis, alors, depuis 2018, il y a une référence à la masse qui est liée à la constante de Planck. Donc, il est lié à une constante universelle de la physique, constante de Planck. Donc, le problème du kilo, depuis 2 ans, semble être résolu. Est-ce qu'on va garder ça? Je ne sais pas. Si on prend l'exemple du mètre, le premier mètre, c'était un barreau qui avait là une longueur approchée du mètre. Après, il y a eu le fameux mètre de Tresca, dont pour mon âge, j'ai entendu parler à l'école primaire. On se fait bien d'ailleurs à quoi ça servait. On avait un 2 décibels, ça marchait bien. Et puis après, il y a eu une référence par rapport à la longueur d'onde d'une émission d'un krypton, je ne sais plus combien. Et ensuite, la dernière définition, c'est par rapport à la vitesse de la lumière. Donc effectivement, on a à chaque fois précisé les moyens d'accéder à la grandeur qui s'appelle le mètre. Voilà pour ce qui est du kilo. Donc apparemment, maintenant, les 7 grandeurs fondamentales sont définies par rapport à des constantes considérées comme universelles de la physique. Compte tenu de l'heure, je vous propose de réfléchir vraiment, si vous avez une dernière question à poser, pour que vous ne partiez pas frustré en vous disant « Zut, je voulais poser cette question ». N'hésitez pas. Il y a juste une petite liste qui me surprend, c'est qu'on n'a pas abordé le rapport entre la mesure physique de calculer une dimension, quelle qu'elle soit, et la mesure philosophique dont j'ai entendu Mireille en parler au tout début en aparté avant qu'on commence, qui est d'avoir une vie mesurée, d'avoir des comportements mesurés, et le rapport entre le thème mesure, on va dire, intellectuelle, consciente, et le rapport à la mesure physique. Voilà, juste, je voulais signaler ça, si quelqu'un a quelque chose à dire, Mireille, j'en suis sûr, donc je vous tends un peu la perche, et puis réfléchissez à votre dernière question. On arrête, il est 20h40. Je vous propose qu'on passera après au quiz de Jacques du bio pour qu'on puisse terminer vers 21h. Ça vous paraît honnête? Bien. Et pareil, je te laisse un peu la parole sur ce sujet. Oui, enfin, j'avais demandé à Gaudi d'ailleurs si c'était intéressant de parler de la mesure au mouvement. Et bon, il m'a dit que pourquoi pas, effectivement, après une lance. Je ne sais pas si ça va vous intéresser vraiment. Effectivement, l'idée de mesure au temporal et surtout
né, me semble-t-il, avec la conception d'Aristote. On parlait d'Aristote tout à l'heure. Effectivement, l'idée qu'il y a dans les comportements humains une série, enfin une espèce de gradation du défaut, du manque de quelque chose à l'excès, et que la vertu se trouve dans un milieu entre ce défaut, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire en moins, et ce qui est l'excès, ce qu'il faut faire en trop. Donc cette idée de la mesure, la juste mesure morale, elle est à rapprocher donc de la vertu. La mesure, c'est une sorte de vertu que l'on atteint par la réflexion, et il appelle ça la science, d'ailleurs, c'est ce qui m'intéressait tout à l'heure en parlant. On rejoindra peut-être une idée du modèle, donc cette vertu, on l'atteint par le raisonnement, donc la science, en se posant la question du pourquoi je vais faire telle chose et comment je vais le faire. Et c'est à partir de là que je vais trouver cette juste mesure, en ayant quand même une autre idée à la tête, c'est que le pourquoi, c'est la recherche du bonheur et du bien, et les moyens qui doivent répondre à la fois à l'intérêt particulier et à l'intérêt commun. C'est comme ça qu'on arrive à cette juste mesure. Alors après, on peut prendre d'autres philosophes, mais ça me semble intéressant de conception de ce qu'il faut faire dans son comportement et qu'on peut qualifier de mesure. C'est pas simplement une espèce de tiédeur, c'est ni trop ni trop peu, qui serait une attitude un peu lâche et molle, mais plutôt l'idée d'une réflexion sur ce que l'on recherche et comment on veut y arriver. Sachant que ce que l'on recherche, c'est le bonheur, que ce bonheur, c'est aussi quelque chose qui est lié au bien, et qu'on ne saurait parler de bonheur sans le lier au bien, et que le comment doit s'accompagner d'une réflexion sur le fait de ménager à la fois l'intérêt public et l'intérêt économique. Moi, j'aime bien ce que tu viens de dire parce qu'on rejoint dans la partie scientifique l'expérience de pensée qui était ici chez Einstein, qui était pour résoudre un problème physique qu'il faisait, de physique pure, d'imaginer tous les tenants, les aboutissants de ce qu'il allait faire et ce à quoi ça allait conduire sans avoir la possibilité de le mettre en pratique et de choisir la partie qui était la plus adaptée à tous ces extrêmes et cette expérimentation qui nécessitait absolument aucun matériel et juste des neurones. C'est pour ça que ça me semblait être le seul point qui puisse nous rattacher, et la seule philosophie qui puisse nous rattacher à ce que disait Gaudi tout à l'heure.